Carienne, heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Pierre Moscovici. Bonsoir. Alors, Pierre Moscovici, comment ça va? Moi, personnellement, bien. C'est la dernière fois qu'on vous a vu à la télé, c'était pas terrible. C'est le dimanche soir des Européennes. Et oui, c'était une mauvaise soirée. Vous n'avez pas l'air d'aller, vous étiez un peu hagard, un peu lendemain de cuite, quoi. Non, j'aurais pas dit ça, parce que j'ai pas été surpris outre mesure. Alors, on a beaucoup dit ce soir-là que vous n'étiez pas rasé, mais Martine Aubry non plus, on n'a pas fait tout un fromage. Alors, ce qui était le plus énervant ce soir-là, c'était d'avoir fait 16% ou le sourire de Xavier Bertrand? Xavier Bertrand, c'est un type que je déteste pas du tout, mais ce qu'il pense se lit tellement sur son visage, ça le rend sympathique. Oui. Alors, Pierre, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre engagement politique, puisque vous êtes socialiste. C'est courageux, ça s'applaudit. Un socialiste. Alors, quand on regarde votre coiffure, on voit que vous n'êtes ni aubriste, ni royaliste, plutôt fabusien, non? Alors, pas du tout. Non. Ah bon? Alors, je sais que j'ai une tête de fabusien, en plus. Oui. Un peu la même corpulence, vrai, le même teint, tout ça, mais pas du tout. En fait, le seul socialiste pour qui vous roulez aujourd'hui, c'est vous, non? Je roule pour tous les socialistes, mais c'est vrai que je n'ai plus aujourd'hui de patron, comme j'ai pu avoir avec Lionel Jospin ou Dominique Strauss-Kahn. Et donc, par ailleurs, j'ai maintenant un âge où il faut arrêter de rouler pour les autres. C'est vrai. Où on ne peut pas être un éternel lieutenant. Ils sont plus là. Ben voilà, vous roulez pour vous. Voilà. Alors en P2, nous recevrons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Christine Kelly, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous vous souvenez de la polémique avec Christine Kelly? On l'a accusée d'avoir été nommée au CSA parce qu'elle avait fait un livre sur la vie de François Fillon. Et alors, elle a découvert que personne ne s'était intéressé à François Fillon avant elle, en fait. Et quand elle a écrit le bouquin, elle a compris pourquoi. Y a-t-il eu un tome 2? Non, je crois pas. C'est ça. Alors, toujours, il est en forme. Toujours en P2, nous accueillerons Alexis Brézé, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Alexis nous expliquera à quel point c'est dur de faire un journal d'actualité que les gens lisent 6 mois plus tard chez le docteur. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Laurent Fignon, pour son livre « Nous étions jeunes et insouciants » chez Grasset. Laurent Fignon, qui nous révélera qui va gagner le Tour de France cette année, comme laboratoire pharmaceutique, hein, je veux dire. Bien sûr. Je suis un très grand amateur de vélo. Ah bon? Oui, absolument. Je crois que je peux citer à peu près tous les vainqueurs du Tour. Ah ouais, 89. 89, c'est pas Greg LeMond qui a gagné? Oui, bravo. Voilà. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Alors, Pierre Moscovici, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir dans le cadre de l'opération Faites quelque chose pour la gauche, adoptez un socialiste. Donc avant de vous faire adopter, on va faire plus ample connaissance avec vous. Vous êtes le fils de Serge Moscovici, dont j'ai longtemps lu les papiers dans le Nouvel Observateur, chercheur de réputation internationale, qui est né en Roumanie. Absolument. Où après avoir été victime des fascistes, la fameuse garde de fer, il a été interné ensuite par les nazis. Et puis quand les communistes sont arrivés, ça ne s'est pas arrangé. Il est parti de Roumanie à pied, car il n'a pas son permis de conduire, Ouais. et moi non plus. Et il est arrivé en France, où il est resté depuis maintenant 62 ans. À pied, oui. Bravo. Tout à fait. Alors, votre père était l'un des pères de l'écologie politique, fondateur des Verts et du fameux journal Le Sauvage. C'était l'époque de Brice Lalonde, de René Dumont, de Fournier, qui avait créé l'An 01. Il a une originalité. Mon père a eu 84 ans dimanche dernier, et je crois que c'est le seul Vert qui est voté socialiste. Ah oui. Je pense que c'est une preuve vous faire plaisir. D'amour filial. Oui. Alors, vous n'avez pas été élevé dans le culte de la social-démocratie, encore moins dans le culte de François Mitterrand, puisque, comme vous venez de le dire, vous êtes d'une famille juive. On peut être juif et aimer François Mitterrand. Oui, enfin, sauf quand on connaît l'histoire de Bousquet et quand on sait qu'il a eu la francisque pendant la guerre. Mitterrand a quand même dit « Je regrette de ne plus le voir ». Oui, c'est ça qui était curieux dans ce livre de Péan. Il disait dans les années 85-86, je n'ai plus pu le voir.
je le regrette parce qu'il était sympathique. Et c'est cette phrase-là, je crois que c'était vers la page 300, vous voyez, je m'en souviens encore. J'étais dans le train, en train de lire ça, et vraiment, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais on ne peut pas non plus condamner un homme sur une phrase. Alors, dans les années 70, vous êtes trotskiste, hein, vous êtes proche de la LCR, à l'époque c'était Krivine. Et au début des années 80, vous rencontrez Dominique Strauss-Kahn, qui vous convertit à la social-démocratie. Il était mon prof à l'ENA. On avait plutôt sympathisé comme ça. Et est-ce que les filles avaient des meilleures notes que les autres? C'était un travail de groupe, donc on avait tous la même note. Alors ensuite, il y a le 21 avril, hein, là c'est la catastrophe, quoi. Vous êtes effondré, et là vous décidez de prendre vos affaires en main, en fait. Mais à l'époque, Le Pen fait 32% dans ma circonscription, je suis battu, et j'entame une petite traversée du désert, je retourne dans mon corps d'origine, la Cour des comptes, puis je suis remonté doucement sur mon cheval, puisque je suis devenu député européen en 2004, et avec Dominique Strauss-Kahn, nous avons créé des clubs à gauche en Europe, et puis essayé justement d'inculquer dans le Parti socialiste l'idée social-démocrate, l'idée réformiste, et nous n'avons pas tout à fait réussi, puisque Dominique n'a pas été choisi comme candidat en 2007, et c'est après 2007 que là, je me suis dit qu'il était temps de prendre mon destin en main, et que j'ai candidaté au poste de premier secrétaire de manière moi je me souviens, j'ai une image de vous terrible, c'était à La Rochelle, quand vous étiez à la terrasse du bistrot, et que personne ne vous parlait. Non mais c'est vrai, c'était... Regardez. C'est-à-dire que les autres, Martine Aubry, Cambadélis, Bartolone, etc., allaient déjeuner au resto à côté. Ils ne m'avaient pas invité. Et en plus, certains étaient supposés être avec moi. C'était très sympa. Mais aujourd'hui, je suis toujours à la table. Hein, et eux, parfois, ils ont du mal. Ah, d'accord. Voilà. Mais je le dis avec toute l'affection que j'ai pour eux. Mais c'est terrible, hein, le Parti Socialiste, c'est incroyable. Il paraît qu'à la dernière réunion rue de Solferino, ils n'arrivaient pas à choisir quelle pizza ils voulaient. Ils ont déposé des motions par pizza. Non, mais c'est quand même... Si on se voit tous les deux, on ne va pas forcément prendre la même non plus. Oui, d'accord, mais on n'en parlera pas 100 ans. Il y a un gros problème chez les socialistes, là, je ne plaisante pas, c'est qu'ils ne s'aiment pas assez les uns les autres. Et tant que nous serons comme ça, ceux qui souffrent dans ce pays nous en voudront. Parce qu'ils en veulent à Sarkozy de les faire souffrir. Mais ils en veulent au Parti Socialiste de ne pas trouver les solutions pour les sortir du sarkozysme. Et d'une certaine façon, c'est pire. C'est pour ça qu'il y a eu un vote sanction lors des élections européennes, non pas contre Nicolas Sarkozy, mais contre les socialistes. C'est un comble. Face à ça, vous vous sentez pousser des ailes, vous dites « je fais partie de ceux dont la candidature aux élections présidentielles ne serait pas ridicule ». Écoutez, vous savez, il y a une phrase que j'aime bien, une phrase de Talleyrand, qui dit « quand je me contemple, je me désole, quand je me compare, je me console ». Quand je regarde aujourd'hui l'offre de présidentiable, je me dis, c'est l'évidence, que nous n'avons rien qui s'impose. Rien. Personne. Tout le monde se discute. Et après tout, moi je vais avoir 52 ans, j'ai été ministre des Affaires européennes pendant 5 ans, député européen, vice-président du Parlement européen, député d'une circonscription très ouvrière, je suis président d'une agglomération, je passe pas forcément pour le plus con, j'arrive à causer à la télé, et je crois avoir aussi la mentalité d'un homme d'État. Puis vous êtes pas mal, non, mais physiquement. Merci Thierry. C'est vrai, vous êtes bien. Bon, vous dites, je me prépare à exercer des responsabilités d'État. Je suis d'accord, cette phrase peut paraître comme ça, outrecuidante, mais je l'assume. Ouais. Je m'y prépare. Bien sûr. Ou à ça, ou à autre chose. Si on ne fait pas de la politique pour gouverner, ça ne sert à rien. Et c'est ce que beaucoup de socialistes font. Alors, face à cette situation absolument cauchemardesque pour le Parti socialiste, vous avez décidé de lancer l'idée des primaires. C'est-à-dire que tous les Français seront appelés à voter ou seulement les membres du Parti socialiste? Alors, toute personne qui se reconnaît dans les valeurs de la gauche, qui a envie de participer au choix du candidat de la gauche... Oui, absolument. Vous allez à la section socialiste, où 6 mois après, vous aurez une sorte de carte d'électeur, vous irez voter et vous choisirez le candidat ou la candidate socialiste. Évidemment, si les gens encartés de l'UMP arrivent en masse, ça se verra quand même. Non, mais c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que les gens de l'UMP, ils vont choisir le plus tocard? Ça, je pense que ça peut faire... C'est Martine Aubry qui va être désignée, je pense, avec votre truc. Non, pas du tout. Enfin, Martine Aubry est loin d'être la plus tocarde, je vous assure. Enfin, pour être président de la République, c'est pas la mieux, quand même. Ça vous engage. Bon, pour ma part, je ne suis pas encore dans ce choix-là. Je dis simplement que... Vous savez, pourquoi proposer des primaires? C'est plus important, peut-être, encore que de dire comment. C'est parce qu'à l'évidence, le Parti socialiste lui-même n'arrive plus à résoudre la question présidentielle. On a peu de militants qui ne ressemblent pas à la société française. Je les aime, ces militants socialistes, mais ils savent eux-mêmes qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Et je crois que ce serait tellement mieux de faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui vont choisir un candidat ou une candidate. D'ailleurs, parlons de Barack Obama. Si Barack Obama avait été choisi par les militants
du Parti démocrate. Il n'aurait pas été choisi. Bah, il n'aurait pas été choisi. C'est voilà, Clinton qui l'aurait été, bien sûr. Alors voilà, donc désormais, il y aura au Parti socialiste des moscovicistes. Ça, c'est embêtant. Ça fait un peu une maladie. C'est un peu, oui, c'est le moscovicidose. Oui, un peu, c'est comme ça. Alors, vous avez déjà un courant qui s'appelle besoin de gauche. Besoin de gauche. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé besoin d'électeurs? C'est plutôt ça le problème. C'est la même chose. Ah oui, d'accord. C'est synonyme. Et vous n'avez jamais pensé que le Parti socialiste pourrait disparaître? Peut-être que dans 20 ans d'ici, il n'y aura plus de Parti socialiste parce Bien sûr. Le Parti socialiste, pour lui, maintenant, c'est vraiment se rénover ou mourir. Ouais. Et la présidentielle de 2012, dans ce cadre-là, est très importante. Si on n'est pas capable, en 2012, de présenter une offre politique qui soit consistante, si on reste dans nos bisbilles, dans nos divisions, etc., non seulement on sera puni, mais derrière, je crois qu'on disparaîtra. Il n'y aura plus de socialistes. Donc, il y aura autre chose. Il y aura les ours blancs et les socialistes qui vont disparaître. En P2, nous recevrons Christine Kelly et Alexis Brézé pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. A tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Moscovici, mesdames, messieurs. Et nous recevons Christine Kelly, bonsoir. Et Alexis Brézé. Bonsoir. Alors, Christine Kelly, bonsoir. Vous êtes depuis janvier membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Vous faites partie des sages, donc. Est-ce que vous avez été sage cette semaine? Depuis le 24 janvier, 0 heure, j'ai complètement changé. Je suis devenue très sage. Très sage. Très, très sage. Dommage. Alors, vos parents étaient enseignants. Vous avez passé votre jeunesse au Lamentin. Vous avez fait une licence de maths physique. Alors, physique, je comprends, mais en maths, est-ce que vous êtes bonne? En amour, 1 + 1 = 3, oui, ça va. Ouais, ça va. Alors ensuite, vous avez fait des petits jobs, hôtesse de l'air, etc. Et puis les médias. Et votre première émission, c'était Caribscope, une émission d'actu sur les Caraïbes, ce qui se passait dans les Caraïbes, sur une chaîne qui s'appelait Archipel 4. Ensuite, il y a eu RFO. Et là, vous vous dites quand même, il faudrait que je fasse des progrès en journalisme. Et très courageusement, vous avez fait l'Institut de journalisme de Bordeaux. J'étais animatrice. Et je me suis dit que pour durer, demain, dans le métier, il va falloir que je devienne journaliste. Voilà. Et au moment où ça marchait très bien pour moi, j'ai tout laissé tomber pour m'enfermer et m'asseoir sur les bancs de l'Institut de l'École de Bordeaux. Courageux. Voilà. Et vous avez eu raison, parce qu'après, il y a eu France 3, et puis LCI. Et parallèlement, vous avez fait des livres. Alors, un livre sur l'affaire Flactif, l'affaire du Grand Bornand, un livre sur le footballeur William Gallas, et un livre sur François Fillon, qui s'appelle Le secret et l'ambition. Alors c'était terrible parce que vous avez travaillé 6 mois sur ce bouquin, un travail acharné, vous dormiez plus, vous avez perdu la notion du temps, vous avez même pensé à aller voir un psychothérapeute à un moment. C'est si dur que ça de trouver quelque chose à lire sur Fillon? C'est si dur que ça de faire un livre sur quelqu'un qui refusait que j'écrive sur lui. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé vraiment d'écrire sur lui. Ouais. Plus il refusait que j'écrive sur lui, et plus j'allais enquêter sur le terrain, là où il était né, etc. Et effectivement, j'ai compris pourquoi peu de personnes s'étaient lancées dans l'aventure. Pourquoi alors? Parce que c'est pas facile de trouver l'information, parce qu'il fait barrage. Il fait barrage. Vous avez trouvé des trucs un peu... Il avait fait une manifestation chez les Jésuites, ce qui n'était jamais vu, ce qui s'était jamais vu. Enfin, oui, j'ai eu des... C'est rien, ça. Oui, pour lui, c'était beaucoup. Pour lui, oui, c'est ça. Oui, c'est le côté ré sur le côté. Ouais. Il avait changé de côté. Ah, voilà. Il avait fumé au lit. Un jour, il avait fumé au lit, et là, évidemment. Vous en avez vendu combien dans votre livre sur Fillon? À peu près 10 000, 10, 12 000. Ah ouais, quand même. Oui, je crois. Ça, c'est fort. Oui. Arriver à vendre un livre sur Fillon. Alors maintenant, c'est vrai que vous attaquez une biographie de Nicolas Dupont-Aignan? Non. Non. Pas encore. Pas encore. Voilà, alors donc, après ce livre sur Fillon, c'est là que le 23 janvier dernier, vous étiez en Italie. Et vous recevez un coup de fil de Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, et qui vous demande de prendre un avion pour Paris, aux frais de la République, sans vous dire pourquoi. Et à la descente d'avion, c'est incroyable, on dirait un film. Et à la descente d'avion, il y a une voiture officielle qui vous attend, qui vous emmène à l'Élysée.
Et à l'Élysée, il y a Larcher et Sarkozy qui vous disent est-ce que vous voulez faire partie du CSA? C'est une histoire incroyable. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ah bon, c'était bien ça. C'est mignon. Voici la véritable histoire du 23 janvier. Bon, d'accord. Juste avant de partir d'abord en vacances en Italie, j'avais déjà reçu un coup de fil du cabinet de Gérard Larcher que je n'avais jamais rencontré de ma vie pour m'inviter à être nommée au CSA si ça m'intéressait. Je me suis plongée dans les dossiers, etc. Je suis partie parce que c'était prévu. Et de là-bas, effectivement, les choses continuaient à avancer. Et le président Gérard Larcher m'a demandé est-ce que je peux rentrer. Franchement, j'ai payé mon billet d'avion aller-retour. Et quand j'en ai discuté avec Gérard Larcher, je lui ai d'abord demandé pourquoi moi. Il m'a expliqué que mon parcours l'intéressait. Et il s'est dit qu'il ne voulait pas nommer quelqu'un comme les profils habituels, les énarques, etc. Il voulait quelqu'un qui connaissait vraiment l'audiovisuel, que le fait que je sois de l'outre-mer. Il y avait un côté minorité visible. Il ne m'a pas dit ça comme ça, en tout cas. Comme minorité visible, vous êtes très jolie. Hein. Est-ce que je suis visible? Oui, très visible. Est-ce qu'on peut dire ça aux gens du CSA? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont jolis? C'est la première fois qu'il y a quelqu'un de joli au CSA, il faut dire aussi. Joker. Alors voilà, donc Sarko vous dit ce soir-là, il faudra passer me voir plus souvent. Vous y êtes retourné? Jamais. Non, jamais. C'était pas un soir, c'était le midi, c'était un samedi drôle. midi. Mais oui, c'est moins drôle. Oui, j'y suis allée lorsque j'ai été convoquée après, bien sûr. Oui, d'accord. Ouais. Alors voilà, face à cet engouement, évidemment, la presse étrangère ne comprend pas et vous présente comme la Sarkozy's New Babe, la nouvelle nana de Sarko. Voilà. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche en tant que présentatrice télé? J'ai un haut de maillot de bain. Ah très bonne dame. En tant que journaliste d'un journal télévisé, j'aurais très bien pu avoir des photos en topless au bord de la plage. Bah oui, puis comme ça, vous auriez attaqué les paparazzis comme Claire Chazal. Ça n'existe pas pour moi, en tout cas. Voilà. Alors vous voilà donc au CSA. C'est dur de surveiller ce qui se passe à la télévision. Ça oblige à la regarder déjà. Ce qui ne doit pas être drôle tous les jours, non? Le CSA, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de boulot. Et le CSA, c'est des nominations au conseil d'administration, c'est des règlements différents. Vous ont quand même piqué, Sarkozy vous a quand même piqué votre boulot numéro 1, qui était de nommer les patrons de l'audiovisuel public, quand même. C'était avant vous, mais c'est vrai. Non, il faut être honnête. Quelle que soit l'indépendance du CSA et quelle que soit sa sagesse, tout de même, l'exécutif avait un pouvoir assez prépondérant avant. À la limite, c'était plus facile de nommer des amis avant qu'aujourd'hui. Mais Sarkozy aime bien faire ça. Hein. Non, mais on ne sait plus qui sont ses amis, finalement. Il ne faut pas trop être UMP avec lui. Non, mais voilà, sinon, il a des amis ailleurs. On est sûr de ne pas avoir une chaîne de télé ou de radio. Je tiens vraiment à dire que la nomination du président de France Télévisions, franchement, par rapport au puits sans fond et au travail qu'il y a à faire tous les jours, franchement, ce n'est strictement rien. Ouais. Alors, c'est quoi les avantages d'être au CSA? Vous avez le portable de Coé, par exemple? Ah non, justement, j'aimerais bien l'avoir, ou bien celui de Thierry Henry. Ça me fait drôle d'être avec un membre du CSA sur le plateau. J'ai l'impression d'être un prof avec un inspecteur d'académie, tu sais. Ah oui, ou bien... Je fais gaffe à ce que je dis. Vous n'avez pas votre mordant habituel. Là. Bah non, mais bien sûr. On sent quand même le respect. Bah tout à fait, respect, bien entendu. Un peu de crainte. La déférence. Pas quelque chose bah oui, vous rigolez. De nouveau chez vous. Bien sûr. Je note. Ouais. Attention, je vous l'arrache. Voilà. Le CSA, maintenant, vient sur mon plateau pour m'interdire de fumer. Voilà. Vous fumez pas, vous? Non, mais on peut pas boire non plus. Avant, moi, je me souviens à la télé, dans Bain de minuit, par exemple, on buvait comme des trous. Maintenant, on peut plus boire à l'antenne. Ah, merci. La sanction, c'est quoi? C'est Non, d'abord une lettre, ensuite lettre de mise en garde, lettre de mise en demeure, procédure de sanction. Et attention, la sanction peut aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de la chaîne. Pour la chaîne. Oui. Ah ouais, non, mais la chaîne, ils vont me le faire payer. Hein. Attends, tu les connais pas. Et vous pensez que les pétards, ça va rester interdit sur les plateaux? Les quoi? Les pétards, les quoi? Comme j'ai pas encore goûté ni testé, donc je sais pas. Vous savez pas ça en fait, vous n'en êtes pas là encore. Non, mais bien sûr, ça va rester interdit. Bien, alors Alexis Brézé, rebonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Vous êtes ici ce soir pour convaincre Pierre Moscovici que Nicolas Sarkozy est un homme formidable et qu'il devrait rejoindre le gouvernement. Ah, lui? Lui.
Faut essayer. Ah, il est tout seul au Parti Socialiste. Je crois pas. Je crois qu'il a des ambitions au Parti Socialiste qui font qu'il n'a pas tellement envie ni intérêt à aller au gouvernement. Moi, je ne suis pas un anti-sarkozyste primaire. Je crois que Nicolas Sarkozy est un chef politique d'une qualité exceptionnelle. Mais franchement, j'ai aucune sympathie, ni pour sa politique, ni particulièrement pour sa personne. Et donc, vraiment, l'ouverture, c'est pas pour moi. Parce que vous êtes jeune. En fait, un mec comme Kouchner, il est tellement vieux que s'il y va pas avec Sarko, il ira jamais. Alors que, bah oui, bien sûr. C'est un réflexe dont j'espère être prémuni à tout jamais. Bon. Il y a ça, il y en a d'autres comme Besson, c'est pas le cas. C'est encore autre chose. Non, ouais. c'est une mentalité, c'est une conviction. Franchement, moi, j'ai déjà été ministre pendant 5 ans, et c'est une frustration que j'ai pas. Et si je devais un jour y retourner, ce serait avec la gauche, et pas avec Sarkozy. Mais c'est pas près d'arriver. Je vais pas vous porter la poisse, mais vu l'état du PS, si vous voulez. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, on va vous demander de dire du bien des gens dont vous dites du mal habituellement dans votre journal. On va faire une interview fan 2. Alexis, qu'est-ce que vous aimez le plus chez Ségolène Royal? D'abord, elle est belle. Et ensuite, politiquement, elle a eu des vraies intuitions, et des vraies intuitions pendant la campagne. Elle a senti un truc, alors de façon un peu, de temps en temps, irrationnelle et désordonnée, mais elle a senti un truc, c'est que les Français voulaient de la transgression. Sarkozy l'avait compris, Bayrou l'avait compris. Et c'est pas un hasard si ces trois-là y étaient. Donc je pense qu'elle a un instinct politique. Qu'est-ce que vous aimez chez Martine Aubry? Ça va être plus dur, là. Je dirais qu'elle a du courage. Ouais, ah oui, d'accord. Je pense que ses débuts au PS n'ont pas été bons et que la campagne n'a pas été bonne. Tout n'est pas de sa faute, mais qu'elle n'a pas fait une bonne campagne, qu'il fallait faire campagne sur des thèmes européens, qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle n'a pas su associer les gens qu'il fallait, que la liste n'est pas très bonne. Elle sait ça. Elle sait elle le dit maintenant. Qu'elle était trop dans la dénonciation et pas assez dans la proposition. Elle en a changé. Elle a essayé de changer de pied tout à la fin de la campagne, mais c'était trop tard. Vous avez dit en parlant de Martine Aubry, il faut qu'elle bouge vite et fort. Absolument. Vous voulez qu'elle maigrisse ou quoi? Je veux qu'elle fasse bouger le Parti Socialiste et la gauche vite et fort et qu'on n'en reste pas dans cette espèce d'immobilisme délétère. Je note quand même que dès que vous demandez qu'est-ce qu'on aime chez tel ou tel, c'est d'abord le critère physique qui ressort et c'est dommage. Bien, on va changer un peu, on va faire avec vous maintenant. Qu'est-ce que vous aimez chez Christian Estrosi? La mèche. Oui. Très, très envieux par rapport à ça. Ça vous manque, ça, d'avoir une mèche comme Estrosi? J'étais frisé, moi. Ah oui, c'est vrai. J'avais une mèche, j'avais plutôt les cheveux comme ça. Et chez Balkany, vous aimez quoi? Chez Balkany, franchement, pas grand-chose. Ah bon? J'ai du mal à trouver. Ah, c'est pas la belle image de la politique, mais c'est un grand pote de Sarkozy. Qu'est-ce que vous aimez chez Besancenot, vous, qui étiez un fan de Krivine à l'époque? J'aime bien qu'il aime Krivine, parce que moi, j'ai trouvé Krivine un type extrêmement sympathique, drôle, etc. Besancenot, beaucoup moins drôle. Besancenot, c'est quand même quelqu'un d'assez rigide, c'est pas un marrant. C'est pas un drôle. Et je crois que les Français, après avoir eu comme ça une espèce de sympathie pour le postier, là, en sont un peu revenus parce que le côté systématiquement contre, l'air dur, ça n'a pas convaincu. Il a fait un mauvais score. Au début, on disait il va faire 8, 9, 10%, et puis finalement, il est allé trop dur en début de campagne, notamment avec les histoires de manif à l'OTAN. Il est allé trop dans le dur. Et finalement, c'est Mélenchon qui a fait la surprise, c'est pas Besancenot. Vous l'aimez bien, Mélenchon? Mélenchon, il est très marrant. Qu'est-ce que vous préférez chez Mélenchon? Mélenchon, il est très... D'abord, c'est un puits de culture. Et puis... C'est un tribun. C'est un tribun, c'est un type qui aime la politique. Et c'est une gauche, alors que Pierre Moscovici trouve peut-être un peu à l'ancienne, mais qui parle parce qu'elle est enracinée. Le peuple est plus compliqué que ça, Alexis Brézet. Parce que si le peuple votait systématiquement pour le Front de gauche, ils n'auraient pas fait 6%. Et donc, il suffit pas d'avoir des accents comme ça de tribun pour être près du peuple. Le peuple, c'est le métro à 6 heures. C'est tout le monde. Il y a de tout. Qu'est-ce que vous aimez bien chez Fillon, vous? C'est un homme politique de très bonne tenue. Il est à sa place à Matignon. Simplement, il y a une chose qu'on ne connaît pas suffisamment. Moi, je le vois à l'Assemblée nationale. C'est un type extrêmement dur. C'est-à-dire, c'est pas le bon garçon gentil. C'est un politique dur, probablement un des plus fermés de la droite. C'est le vrai conservateur. C'est un dur de dur. Et souvent, quand il y a la question d'une réforme qui se pose, c'est plutôt Sarkozy qui a l'image de dur, qui est pour dire bon, on va s'arranger, on va transiger, et Fillon qui veut aller jusqu'au bout. Vous confirmez? On se rappelle de la réforme des retraites en 2003, lorsqu'il y a eu je ne sais pas combien de milliers de manifestants dans la rue. Il a été sur un 20 heures d'un plateau télé pour dire non à la rue. Il a été très dur ce jour-là. Et réforme de l'éducation, où il a essayé de tenir jusqu'au bout, jusqu'au moment où Chirac lui a dit bon, t'es d'accord, tu lâches. Il a en lui un côté teigneux, mais vraiment teigneux. Alors est-ce que j'aime ou j'aime pas? Un peu des deux. Voilà, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine
avec les infos de Blacko 1. En Iran, il y a tous les jours des manifestations. Mais dans le fond, à quoi bon pour la population contester le résultat des élections? Bon, d'accord, la majorité a voté Moussavi et Ahmadinejad reste au pouvoir. Mais enfin, pour ce que ça change, parce qu'en Iran, c'est pas le président qui décide de tout. Le chef, le vrai, c'est Khamenei, le guide suprême, et lui, il a jamais été élu. Pourtant, il a tous les pouvoirs, y compris celui de virer le président. Obama a prévenu, Moussavi ou Ahmadinejad, pour lui, c'est kiff-kiff bourricot. Soi-disant que Moussavi est un modéré, en attendant, il a été premier ministre de l'ayatollah Khomeini, et il demande à ses partisans de crier tous les soirs « Allah Akbar » par la fenêtre. Alors pour que ça change vraiment en Iran, faudra un peu plus que des manifestations. Faudra carrément une vraie révolution. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Graff. Voilà. Alors ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que Moussavi, c'est pas Lech Walesa, hein, contrairement à ce que... les gentils démocrates contre les méchants islamistes. Contrairement à ce que les gens ont l'air de croire. Mais c'est quand même pas la même chose non plus. Non il plus, faut pas exagérer. C'est vrai que c'est une élection pour pas grand-chose. Par rapport, par exemple, à la main tendue de Barack Obama, qui dit qu'il ne faut pas traiter le dossier nucléaire iranien par la force, par le gros bâton, comme disait Bush, Moussavi répondait « Ok, il me tend la main, je lui tends. Et Ahmadinejad ne le fait pas, ce qui, je pense, est la raison pour laquelle le guide de la révolution Khamenei n'a pas consenti à l'élection de Moussavi. Donc, du point de vue de la politique internationale, c'est quand même pas la même chose très différent. Non, c'est quand même assez différent. Sur la question d'Israël, malgré tout, Moussavi est quand même moins anti-israélien, antisémite que l'autre. Donc ça changerait quand même pas mal. Oui, voilà. Bon, donc non, ça changerait pas mal de choses. Obama, dont on disait, il va voir qu'un guide dans sa politique, c'est les droits de l'homme. Là, on le voit quand même. Il est quand même très prudent. Mais il se dit, si on se tape Ahmadinejad derrière, et alors qu'on est en train d'essayer de renouer des trucs avec l'Iran, c'est pas la peine de tout casser maintenant. Donc on le voit bien qu'il a poussé son vice-président Joe Biden pour taper, mais lui, il fait part de son souci, mais il va pas plus loin. Alors il y a un truc dans cette histoire, le seul qui est content, c'est Dieudonné. Sa liste a fait 18% à Téhéran. Bon, non mais sérieusement, cette histoire d'Ahmadinejad, là, vous avez pas peur qu'il envoie une bombe sur Israël? Un Iran nucléaire, c'est très, très dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut essayer de résoudre ça par la main tendue. En tous les cas, s'ils ont la bombe, ça peut être une troisième guerre mondiale, non, vous croyez pas? Effectivement, Israël entrera dans la danse, ça fragilise tout l'équilibre déjà terrible. Israël va pas se laisser menacer par la bombe atomique iranienne, de toute façon. Si, à un moment donné, l'Iran atteint ce qu'on appelle le seuil nucléaire, s'il passe d'une façon ou d'une autre, soit directement, soit via Israël, ils taperont. Mais alors, cette base française à Abu Dhabi, est-ce que vous ne pensez pas que si Abu Dhabi est attaqué, on est lié par des accords qui vont nous obliger à rentrer dans la guerre? Mais la question, c'est effectivement pour quelle stratégie, à quelle stratégie répond cette implantation à Abu Dhabi? Député, parce que vous savez les accords qui ont été signés par Sarkozy avec Abu Dhabi, les accords de réciprocité militaire. Non, je suis pourtant membre de la commission des affaires étrangères. Mais donc vous ne le savez pas? Non. Moi, j'ai été président d'une commission d'enquête sur la libération des infirmières libyennes. Vous n'avez pas pu voir Cécilia? J'ai pas pu voir Cécilia, mais j'ai eu aussi beaucoup de mal à voir les accords. Oui, c'est-à-dire que là, si Sarkozy s'est engagé à défendre Abu Dhabi en cas d'attaque iranienne, vous ne le savez pas, personne ne le sait. Les accords de défense sont pas du tout soumis au Parlement? Non, pas toujours. Pas toujours. Non. Et si vous demandez à le savoir, si demain vous dites, tiens, finalement, je voudrais savoir, je suis député de la République, je voudrais savoir quels accords nous lient à Abu Dhabi. Vous pouvez le savoir, ça? Je vais le demander. Demandez-le. Oui, je vais le demander. Ça, vous le direz. Alors, moi, je sais pas, je suis assez inquiet parce que je vois que Netanyahou, quand même, il n'y met pas du sien. Hein. Non. C'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer l'inverse. C'est-à-dire qu'on demande à Israël d'avoir un État démilitarisé, d'avoir une absence d'appareil répressif. Pas de contrôle de son espace aérien, pas de liberté diplomatique. Voilà ce que Netanyahou demande à la Palestine. Alors, il y a un point positif dans cette affaire-là, c'est que c'est la première fois que Netanyahou parle d'un État palestinien. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand même, il pourrait assouplir son attitude. Mais en même temps, la façon dont il en parle est absolument inacceptable. Et c'est là où on voit d'ailleurs que la tâche d'Obama est très compliquée. Quand vous avez des partenaires compliqués, comme Ahmadinejad et Netanyahou, que je ne compare tout de même pas, mais enfin, sont des durs tous les deux. Dans les deux cas de figure, il a des gens pas faciles qui devra, d'une façon ou d'une autre, soit convaincre, soit faire plier. Avec Bush, c'était facile, on disait il dit n'importe quoi, donc c'est normal que ça tourne mal. Mais on est en train de se rendre compte qu'il ne suffit pas de tenir des propos sensés et équilibrés pour faire que des gens qui ne veulent pas s'entendre s'entendent pas. Vous avez raison, non, mais, Je pense en même temps que la situation politique en Israël n'est pas durable, elle n'est pas tenable. Ce gouvernement est un gouvernement qui ne représente pas bien la société israélienne. Les Américains donnent 3 milliards de dollars chaque année à Israël. Est-ce qu'ils arrêteraient de les donner si Netanyahou ne respecte pas un minimum? La réponse est non, parce que
Israël et les États-Unis sont liés par une amitié indéfectible. Et puis d'autre part, attention, il faut comparer ce qui est comparable. Ahmadinejad, c'est quand même un type qui est révisionniste, antisémite, négationniste, et les conditions de son élection sont très douteuses. Le régime est un régime théocratique. Israël est une grande démocratie. Est-ce que notre sage a quelque chose à ajouter? Non, je pense que Barack Obama, on ne peut pas imaginer un seul instant que Barack Obama n'ait pas sa stratégie sur ces deux dossiers, l'Iran et Israël, bien avant d'être élu. C'est impensable. Inch'Allah. On passe aux infos de Blacko 2. Ça y est, c'est l'alerte maximum pour la grippe A. L'OMS a décrété le niveau 6. Bon, en France, on n'en est qu'au niveau 5, mais la situation est grave. Le gouvernement devrait dépenser 1 milliard d'euros pour fabriquer 100 millions de doses de vaccins d'ici l'automne. En attendant, la peur se propage plus vite que le virus. Cette semaine, près de Toulouse, une dizaine d'enfants ont été hospitalisés. Et selon certaines prévisions, la grippe A pourrait tuer 30 000 personnes en France cet hiver. Non mais vous vous rendez compte? 30 000 morts? C'est le nombre d'enfants qui meurent du paludisme en Afrique tous les 15 jours. Ah bah, que voulez-vous, hein? Tous les enfants naissent libres et égaux, mais quand il s'agit de mourir, les Africains restent vachement avantagés. Voilà les infos de Blacko. Donc la grippe A est arrivée à Toulouse, où ils l'ont rebaptisée la grippe ACOM. Voilà, enfin le plus bizarre quand même, c'est que c'est des élèves de 6e B qui ont eu la grippe A. Ça vous surprend pas? Et 133 cas en France, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais enfin il paraît que ceux de Toulouse, ça va mieux. Là, ils sont sortis, ils vont pouvoir retourner à l'école pour se faire agresser à coups de couteau. C'est tout le paradoxe de cette histoire, parce que les gens se focalisent sur le mot de pandémie. On se dit, parce que c'est une pandémie, c'est une épidémie en plus grave. Voilà. Et en fait, c'est pas une épidémie en plus grave, c'est une épidémie en plus grand. Or là, apparemment, cette grippe-là, elle va être énorme, toucher énormément de monde, mais elle n'est pas plus grave qu'une grippe saisonnière. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ben voilà. Travailler, mon monsieur. Il faut quand même trouver le bon vaccin. Comme tous les ans, il faut trouver le vaccin de la grippe saisonnière. Non, voilà. On est passé quand même au niveau 6, justement, au niveau, parce qu'on compte le niveau géographique, effectivement. Oui. Il y a 133 cas en France. C'est vrai que ce n'est pas non plus la fin du monde. Non. Je pense qu'il ne faut pas du tout minimiser la grippe A sans être alarmiste. Ouais. Mais une pandémie, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas minimiser. Christine. Moi, j'écoute tout ce que dit Christine. Moi, je déconne pas. Je me mets bien avec le CSA. Bien, on passe aux infos de Blacko 3. Tout le monde critique les dérives du capitalisme, mais la Sécu, c'est exactement pareil. Le système de retraite par répartition, c'est le même genre d'arnaque que celle montée par Bernard Madoff. L'argent versé au pot par les derniers arrivés permet de payer ceux qui sont déjà inscrits depuis longtemps. Alors bien sûr, quand les anciens deviennent trop nombreux par rapport aux nouveaux, toute l'arnaque déraille. 20 milliards de déficit pour la Sécu cette année, 70 milliards accumulés les années précédentes. Ça nous fait près de 100 milliards à rembourser. Et tout ça parce que les vieux refusent de laisser leur place aux jeunes. Pourtant, il suffirait d'encourager la consommation de tabac et d'alcool, de supprimer les limitations de vitesse au volant et hop, les comptes sont équilibrés. C'est quand même plus sympa comme solution que de bosser jusqu'à 67 ans. Les infos de Blacko. Tiens, un enfant sur 2 qui naît aujourd'hui vivra jusqu'à 100 ans. Ah oui, ça, on a un problème. Je crois que la position de Hortefeux et Fillon, d'ailleurs, qui proposait d'allonger l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans, était un ballon d'essai, voire une provocation qui dit assez, d'ailleurs, ce que sera, à mon avis, la deuxième partie du quinquennat, qui sera plus dure que la première, en réalité. Mais nous verrons, c'est mon pronostic. Mais, vous savez, les niveaux des pensions baissent, la durée de cotisation augmente, et l'âge légal de la retraite doit rester à 60 ans. De toute façon, pour quelqu'un qui cotise 42 ou 43 ans, c'est au-delà. Et donc, c'est une hypocrisie. Et je crois que c'est une provocation, en même temps. Bon, qu'est-ce que vous proposez, alors, le Parti socialiste, là? Il y a déjà une solution qui est assez simple. C'est que la meilleure des remèdes, c'est l'emploi. Et notamment l'emploi des seniors. Parce que c'est quand même assez incroyable de dire qu'on va allonger l'âge de la retraite, l'âge légal, alors qu'il y a une très forte proportion de la population qui ne travaille pas à 55 ans. Et donc là, il y a quand même un chantier social majeur. Ça ne sert à rien de remonter l'âge de la retraite si les gens sont mis dehors. Donc il faut garder les vieux dans les boîtes. À 55 ans, on n'est pas vieux, Thierry. Pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que ça peut disparaître, la Sécu? Non, la Sécu n'est pas mortelle, mais les problèmes de financement de la Sécu, les problèmes démographiques sont des problèmes absolument cruciaux. Et je ne suis pas certain qu'on ait ni les uns ni les autres, d'ailleurs.
les solutions adaptées. Mais en même temps, parler de l'âge égal de la retraite, le recul à 67 ans, à mon avis, n'a pas de sens. Beaucoup plus réfléchir à la retraite à la carte, à la retraite au choix, puis à différencier aussi en fonction de la pénibilité des métiers. Vous êtes d'accord avec ça, ce serait plus intelligent. Oui, sauf que entre un ouvrier et effectivement des gens comme nous qui ont des métiers agréables et sympathiques, on peut pas dire que c'est pas la même chose. Voilà. À quel âge voudrez-vous partir en retraite? 75. Ah. Autre chose dans l'actualité de la semaine, Bongo, vous avez vu Bongo? Chirac a déposé un rib sur sa tombe. Ça, c'est Giscard qui vous l'a soufflé. Mais quand même, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ce que j'aimerais, une fois, mais c'est regarder quand même une de ces séances où il y a Jean-Louis Debré au milieu, qui déteste Sarkozy, où il y a Giscard et Chirac qui se haïssent, ça doit quand même être un poème. Mais de temps en temps, ça donne aussi des trucs assez spéciaux, comme la censure d'Adopi. La première séance où les deux sont trouvés, Debré fait le pari qu'au bout de 10 minutes, ils s'engueuleraient. Et au bout de 7 minutes, il y a Giscard qui commence. Quand vous étiez mon Premier ministre, et alors l'autre encaisse, il n'y a rien. Et puis 3 minutes après, lors de mon deuxième mandat, Chirac et Jean-Louis Debré. Chien et chat, les deux, là, Chirac, c'est un type qui a une carapace absolument monstrueuse. Giscard, d'une certaine point de vue, c'est un homme plus sensible. Tout glisse sur Chirac. Ouais, c'est étonnant. Bien, merci à tous les trois. Merci Alexis. On va vous laisser filer. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve après la pub avec le Zapping Guillon, l'invité du samedi 20h. Ce soir, Laurent Fignon pour son livre « Nous étions jeunes et insouciants » chez Grasset. À tout de suite. Rebonsoir les terriens. Comme vous le savez, en P3, nous recevons un invité du samedi 20h ce soir, Laurent Fignon, mesdames, messieurs. Pour son livre « Nous étions jeunes et insouciants » chez Grasset. Toujours en compagnie de Christine Kelly et de Pierre Moscovici. Alors, Laurent Fignon, bonsoir. Vous resterez dans l'histoire du cyclisme français comme un des rares à avoir gagné 2 fois le Tour de France, en 83 et 84. Et on va voir la gueule que vous aviez à l'époque. Et il reçoit ici le maillot de leader, le dernier maillot, sous l'œil intéressé de Laurent Fabius, Premier ministre, et Jacques Chirac, maire de Paris. Voilà, Laurent Fignon. Voilà, mais vous resterez encore plus comme celui qui l'a perdu de 8 secondes à la dernière étape en 89. Voilà, vous n'avez pas égalé le palmarès de Louison Bobet. Vous racontez tout ça dans un livre qui paraît cette semaine. Et vous annoncez parallèlement votre cancer, Laurent. Oui. Pour faire le buzz, vous êtes champion, vous. Pas fait exprès. C'est les concours de circonstances. Le livre était terminé et j'ai appris un petit mois après que j'avais malheureusement cette maladie. Oui. Si vous propose le pot belge pour guérir ça, vous dites non. Hein. Quoique, si ça se trouve, personne n'a jamais essayé. On reconnaît le cycliste. On en parlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Mais d'abord, le zapping. Voilà, c'était le zapping. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Bon, Thierry, je voulais faire un petit truc un peu festif pour la dernière. Donc, j'ai convoqué des artistes pour commenter la saison 2008-2009 à ma place. Et on commence avec le patron, le boss, Guy Bedos. Pour la gauche, ça a été une année pitoyable. 16% aux européennes, c'est plus qu'une défaite, c'est une raclée. Voilà. Quand on pense que Martine Aubry est devenu premier secrétaire du PS avec seulement 70 voix d'avance, des bulletins que Laurent Fabius a probablement photocopiés, on se marre. Voilà. Et pendant ce temps-là, l'autre dingue, Ségolène, se trémousse au zénith en chantant « Fraternité, fraternité ». J'en peux plus. Entre Valls, qui tient des propos racistes, Drey, qui s'achète des montres avec l'argent des associations, et Kouchner, qui fricote avec des dictateurs africains, j'en peux plus, c'est fini, j'arrête. Le vieux clown s'éclipse. Adieu. Voilà.
Non mais attends, Bedos, c'est normal qu'il soit énervé. Hein. Guy, c'est un gauchiste, c'est un militant de la première heure. Les samailleries du PS, il vit ça très mal. Hein. Puisqu'il a dit sur Martine Aubry, c'est très juste. Hein. Depuis qu'elle est première secrétaire, c'est la Bérésina. Hein. Puis toutes ces photos qu'elle a faites dans Gala, c'est grotesque. Hein. Se faire photographier en train de manger des moules dans un restaurant lillois, tout ça pour finir à 16% de l'européenne, ça pleurait. Hein. Tu sais que c'est très très grave. La situation au PS, hein. C'est dramatique. Hein. Alors là, on a eu une saison géniale, Thierry. Michel Alliot-Marie, qui fait emprisonner un simple épicier de Tarnac pour terrorisme. Vendre du salami est aussi grave que percuter le World Trade Center avec un Boeing. C'est énorme. Alliot-Marie, faut pas la faire chier. 10 voitures de police pour arrêter un chiard de 6 ans à la sortie de l'école. À côté, le président iranien, c'est une petite bite. On entre dans la 3e dimension. Si dire ou la menteuse à Nadine Morano entraîne une convocation au commissariat, un papier écrit par Canteloup ou Guillon, c'est torture directe. On les pend par les pieds, on leur coupe les couilles, on les écartèle. On touche au sublime. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une saison mi-figue, mi-raisin. Tout augmente, les prix, les loyers, le nombre de chômeurs, de pauvres, le trou de la sécu. Plus de 20 milliards d'euros. La seule chose qui baisse, ce sont mes audiences sur Arte. Moins de 80 000 téléspectateurs. Si je continue à être un loser, je vais peut-être prendre ma carte du PS comme Moscovici. Bonsoir, merci. Bonsoir. Mélange de joie et de tristesse ce soir, puisque l'émission phare de Canal+, Salut les Terriens, achève sa 3e saison. Saison injuste et cruelle, où des bébés furent congelés dans des frigidaires, quand un autre, plus chanceux, naquit sous les lambris d'un ministère. Zora Dati, petite fille riche, élevée avenue Montaigne, et qui, dans quelques jours, arpentera tristement avec sa nounou les ruelles de Strasbourg. Saison étrange où Jacques Séguéla déclara que passé 50 ans, un homme sans Rolex avait raté sa vie, alors que Julien Drey, qui en possède plusieurs, sombrait quelques jours après. Saison coquine où DSK et Berlusconi enchaînèrent les concours de braguette. Exercice périlleux quand on sait qu'Édouard Stern, il laissa la vie trouée de 4 balles par sa maîtresse, alors qu'il portait une combinaison en latex, tel un vulgaire préservatif. Saison meurtrière, puisque 228 passagers en provenance de Rio moururent en plein vol. Incident technique, négligence d'Air France, à 20 000 lieues sous les mers, le mystère reste intense. Merci Thierry, merci l'équipe, merci au public. À l'année prochaine. Merci. Salut Stéphane, c'était Stéphane Grillon. On retrouve à la rentrée. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20h. Laurent Fignon, rebonsoir. Donc, publié chez Grasset, Nous étions jeunes et insouciants, où vous racontez votre carrière dans le cyclisme amateur et professionnel pendant les années 80-90. Et vous commencez votre bouquin par ce fameux Tour 89 que vous avez perdu à cause de 8 secondes. Et c'est très poignant quand vous racontez ça. Vous dites que c'est les Champs-Élysées, l'avenue du martyr, quoi. C'est vraiment... Ça vous flingue, ce truc-là, quoi. Effectivement, c'est dur, c'est très dur à encaisser. Aujourd'hui, je dirais même que ça continue de me poursuivre. Ouais. Je n'en suis pas
complètement abattu à chaque fois qu'on m'en parle, mais on m'en parle tout le temps. Les gens vous disent, je vous reconnais, vous êtes celui qui a perdu le Tour de 8 secondes. Alors vous dites, non, je suis aussi celui qui en a gagné 2 en même temps. Oui, ça c'est un peu la mentalité française. On se souvient toujours pas forcément des défaites, mais des histoires en tout cas. Et d'en avoir gagné 2, je ne sais pas si tout le monde s'en souvenait. Donc c'est vrai. Moi je préfère ça. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, quand vous faisiez des courses après ce Tour de 89, les gens sur la route vous disaient quand ils vous voyaient passer, vas-y, t'as encore 8 secondes de retard. Quoi. C'est cruel, c'est cruel. Non, mais en plus, c'était pas toujours le cas. La grande révélation du bouquin, c'est que vous vous êtes dopé, Laurent. Laurent Fignon dopé, non, putain, moi, le monde s'est écroulé quand j'ai lu ça. Qui aujourd'hui pensait que le cyclisme n'avait pas eu de dopage avant les 98. Vous savez, quand vous regardez l'histoire du cyclisme, dès les frères Pélissier, ils avouent qu'ils prennent des produits parce que c'est trop dur, c'est inhumain. Donc ça a toujours été comme ça. La seule chose qu'on pourrait me reprocher, c'est de ne pas avoir senti que c'était de la triche, d'avoir été pris par mon métier, par l'ambiance de cette époque-là. C'est-à-dire que vous, en fait, c'était avant le PO, hein, vous, c'était les amphétamines et la cortisone. Les amphétamines étaient contrôlées à toutes les courses, donc c'était pas pour les courses, c'était pour les critériums. Un petit peu festif. On s'amusait le soir avec ça, puisqu'on dormait pas, donc on s'amusait. La cortisone, oui, effectivement. Mais sachez, par exemple, qu'aujourd'hui, avec une justification médicale, on a le droit de prendre la cortisone. Donc, est-ce que c'était vraiment du dopage, finalement? On peut se poser la question. Et dans la politique, il y a du dopage aussi, sûrement, non? Écoutez, en tout cas, pour ce qui me concerne, sorti d'une marque, je peux pas dire, mais enfin, un soda qui est énergisant, je prends rien. Ah ouais? Même pas de café. On parle beaucoup de dopage dans le cyclisme. Pour moi qui ai fait un livre sur un footballeur, je me suis beaucoup intéressée au football et je trouve scandaleux qu'on ne parle pas du dopage dans le foot. À leur insu ou pas, ils sont dopés. Après mon enquête. Voilà. Une vraie journaliste. Non, il faut dire que Christine a fait un livre sur William Gallas. Je dis pas qu'il est dopé d'ailleurs. Non. D'ailleurs, je n'en ai jamais parlé avec lui, mais du coup, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes du milieu et qui m'ont dit surtout ne l'écrivez pas. Mais voilà, et je peux vous dire à tel match ceci, etc. Voilà. Donc c'est quand même scandaleux de faire autant sur le dopage dans le cyclisme. Mais que fait-on du foot? Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Pourquoi? Alors vous racontez aussi la cocaïne. Hein. Alors ça, c'est... Ah oui, mais ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Mais c'est du passé, hein, je dis ça. Vous aussi? Oui, vous aussi, d'ailleurs, on est entre repentis, finalement. Vous parlez du Tour de Colombie en 84. Vous racontez qu'il y avait des suiveurs qui avaient des kilos de coke dans le coffre de la voiture, quand même. Je vais me mettre au vélo, moi. Non, c'est fini, je pense. C'est l'époque des narcotrafiquants. C'est vrai qu'à cette époque-là, les narcotrafiquants aimaient beaucoup le vélo. Le vélo était très supporté en Colombie par ces gens-là. Et Michel Drucker, vous croyez quand il fait le Ventoux, Michel, je suis sûr que non. Il prend des trucs, Michel. Non, j'ai roulé avec Michel et je peux vous dire que non, ça fait pas cet effet-là. Non. Il monte le Ventoux sans rien. Il va trop doucement, Michel. Bravo, c'est pas possible. Alors, ce qui est bizarre, c'est que finalement, avec toute cette drogue qu'il y a dans le cyclisme, les jeunes ne sont pas spécialement attirés par ça. Il n'y a pas de drogue. Sérieusement, quand vous commentez le Tour de France pour France 2, comment vous pouvez continuer à admirer ces gens-là alors que vous savez qu'en fait, ils sont un peu aidés? Moi, quand je commande, je suis plutôt du côté technicien. Donc, j'explique ce que vous voyez à l'antenne. J'essaye de vous dire pourquoi ça roule vite, pourquoi ça roule pas vite, quelle tactique il peut y avoir. Après, effectivement, de temps en temps, il y a des choses qui me semblent un peu bizarres, mais je ne peux pas non plus prendre position définitive, je ne le sais pas vraiment. Ça fait quand même 10 ans qu'il n'y a pas eu un vainqueur du Tour autour duquel il n'y ait pas eu des rumeurs, des bruits, des soupçons ou des condamnations. Et ça, je le dis encore une fois, en amoureux du Tour, c'est quand même très perturbant. Quand tu vois passer Armstrong qui monte l'Obisque à 75 km/h, non mais c'est sûr, je vais vous dire, il y a un truc quand même. Sans transpirer, sans respirer. Une fois en bas, une fois en haut. Une fois, c'est bien. Largement je me souviens d'avoir suivi une étape contre la montre du Tour, c'était entre Fribourg et Mulhouse, et j'étais derrière l'Allemand, là, comment s'appelle-t-il? Ulrich. Et alors, il a foncé pendant 60 km sans se relever, sans respirer, etc. Comme une flèche. Puis j'arrive, et puis il était second. Parce qu'Armstrong avait été plus vite. Mais en fait, ça n'empêche pas les gens de regarder le Tour de France. Hein. Heureusement. Non, mais c'est bizarre quand même. Ils savent que les mecs sont un peu aidés, quoi. Ça ne change rien de l'effort. L'effort est toujours le même si on va un peu plus vite, si on a l'impression que c'est un peu trafiqué. L'effort est toujours le même. Vous êtes tous montés sur un vélo, vous avez vu comment c'était dur. Rouler vite, c'est rouler vite qui est dur en vélo. Alors, Christine, le CSA, là, qui est tellement soucieux qu'on fume pas à l'écran, qu'on ne boive pas de champagne à l'écran. Mais quand vous voyez le Tour de France, vous ne dites rien, le CSA, là? Non, mais quand je vois le Tour de France, personnellement, là je parle à titre personnel, je suis très surprise par les marques qui apparaissent. Ben voilà, tiens.
Quand je regarde Roland Garros, idem. Quand je regarde une course à la voile, idem. Et justement, j'enquête pour savoir pourquoi il y a autant de marques qui apparaissent. Ils ne savent pas sur qui ils sont tombés, là, les mecs. Là. Bravo. Voilà, donc vous apprêtiez à sortir ce livre qui, je le dis, est vraiment passionnant. Et là, vous avez appris le 20 mars que vous aviez le cancer. C'est un cancer des voies digestives, voilà, c'est tout ce que l'on sait. Donc, vraisemblablement, plutôt estomac-pancréas. Ça ne change pas grand-chose, finalement. Il faut le battre. Voilà, c'est mieux que ce soit l'estomac que le pancréas, vous le savez quand même, Laurent. Ça serait mieux. Vous serez fixé quand là-dessus sur cette... Peut-être jamais. Il y a 1 ou 2% de cas où on ne le retrouve jamais. Ah, des fois, on ne trouve pas où est le... Ah, mais je ne savais pas, j'apprends quelque chose. Ah, oui. Ça arrive. Ça n'empêche pas de guérir. Oui, bon, vous le savez, de toute façon, depuis que vous faites de la chimio, les ganglions ont déjà diminué de moitié. Hein. Oui, à peu près, oui. C'est un petit peu, après 2 séances, oui. Après 2 séances, c'est sur la bonne voie. Oui, c'est pas mal. Oui. Est-ce que vous pensez que ce cancer est dû à tout ce que vous avez pris à l'époque ou non? Non, je ne crois absolument pas. Je ne dis pas simplement ça comme ça. À la limite, il vaudrait peut-être mieux pour les générations futures. Vous préféreriez, vous, que ça soit dû à ça? Non. Peu importe, ceci dit, moi ça m'est égal. Hélas, je l'ai, donc je ne peux pas faire autrement. Mais je ne crois vraiment pas. Alors vous avez décidé de vous battre, hein? Ah oui. Vous dites, je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas y passer, c'est bien. Oui, j'ai déjà commencé, bien sûr. J'ai changé mon alimentation, bien sûr, un peu mon mode de vie. Vous dites, j'ai pas peur de mourir, j'ai eu une belle vie. Jusqu'à maintenant, ça va. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on m'a annoncé ça, et forcément, c'est la première chose à laquelle on pense, puisque c'est une maladie mortelle. Et puis je me suis dit, mais mince, ça ne me fait pas peur. Alors, est-ce que c'est parce que justement j'ai eu une belle vie? C'est vrai que, d'ailleurs, le livre parle de tout ça, avant tout, avant le dopage, avant toutes ces choses-là. Bon, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie, par contre. J'ai vraiment pas envie. Armstrong, il a gagné le Tour de France combien de fois après le cancer? 7 fois. 7 fois. Vous voulez dire que je vais réessayer, c'est ça? Non, je veux dire qu'on peut s'en sortir. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus de guérison qu'on le croit. Bien Puis sûr, alors, on a reçu beaucoup de mails de gens nous disant, dites à Fignon de rester avec nous, parce qu'on ne va pas se retrouver avec Virenque commentant le... Sans commentaire. Commentant le Tour sur France Télévisions, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de gens... Rien que pour ça, je vais vous faire plaisir. Voilà, faites-nous plaisir, restez avec nous. En tous les cas, vous avez l'air d'avoir la pêche. Merci. Ça nous fait plaisir. Merci. Courage. Je crois que toute la France est avec vous, là, vraiment. Je crois que tout le monde vous soutient et vous supporte. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie. Bien sûr. Et ça m'a fait très plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je remercie tout le monde. Courage, camarades. Bien voilà. C'était Salut les Terriens avec Pierre Moscovici. Merci. Député du Doubs. Christine Kelly, membre du CSA. Alexis Brézé, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et Laurent Fignon pour son livre « Nous étions jeunes et insouciants » chez Grasset, voilà. Alors on se retrouve dans 15 jours avec les Inratables de la saison 3. La semaine prochaine, c'est Wimbledon. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland Magazine. Et puis je voudrais profiter de la circonstance de cette dernière émission pour remercier tous les gens qui m'ont aidé pendant l'année à faire cette émission, que je ne fais évidemment pas tout seul, rassurez-vous. Donc je vais remercier les équipes de Télé Paris et son directeur Stéphane Simon, et puis remercier aussi l'équipe d'Ardisson et Lumière et les équipes de Canal+. Merci à tous de votre aide, ça s'est bien passé, vous y êtes pour quelque chose, merci. Rendez-vous à la rentrée, ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.